réservistes donne le coup d'envoi de ce festival. Donc, avant d'aller un peu plus loin, je vais d'abord vous introduire des artistes qui nous ont prêté leurs œuvres, parce que ce que vous avez pu voir, pour ceux qui sont arrivés un peu avant, qui ont eu le temps de déambuler, ce sont des œuvres qui datent de bien loin, à peu près les années, voilà, milieu des années 70. Donc nous avons la chance d'avoir sur les murs de la Villa Colomb des œuvres de Jacques Samir Stenka, qui n'a pas pu être là, mais qui est représenté par sa petite fille et assistante Lira Ouattara. Nous avons également des œuvres de Youssouf Bat, des œuvres de Théodore Couzounian, qui sont deux messieurs qu'on ne présente plus, mais qui sont quand même des monuments vivants, comme disait M. Touré tout à l'heure, parce que ce sont deux membres fondateurs du courant Vohou, du mouvement Vohou, qui est né donc dans le milieu des années 70. Youssouf Bat, il y a longtemps, avait mis sur place un mouvement de groupe, parce que moi je suis complètement convaincu que le groupe a une force. Les individus, certes, ont des signatures, mais tous les artistes qui ont émergé dans l'histoire de l'art ont plus ou moins, à un moment, appartenu à un groupe. Et après, on a même fait Dao Dao pour dire qu'ensemble, on peut crier, quand on est nombreux, on crie peut aller loin. Donc, de l'eux non conventionnel. Mais eux, c'était déjà une espèce de révolte. Des gens qui se retrouvaient à l'École nationale des beaux-arts et qui étaient en Côte d'Ivoire et à qui on parlait de l'Europe, du système de l'art européen. Je suis Youssouf Bat, artiste peintre. Je suis rentré à l'École des Beaux-Arts en 1970, un an avec avant Coulignon. Et nous nous sommes retrouvés dans le même atelier du professeur Serge Eleanor, un antillais français. Et à cette époque, l'État ivoirien nous donnait le matériel. On avait la peinture à huile, on avait les feuilles de casson, l'acrylique et tout. Et en 1972-113, l'État avait des problèmes, le cacao ne s'achetait pas bien. Et l'État avait décidé de ne plus donner le matériel aux étudiants. Et notre professeur Eleanor nous avait dit, allez dans la nature, allez choisissez tout ce que vous voulez, venez dans l'atelier et venez créer quelque chose. Et c'est ainsi que nous sommes allés dans la nature. Nous avons ramassé des feuilles, des écailles de poissons, des brindilles. On est rentré dans l'atelier, on se mit à travailler. Et un étudiant nommé Boni Kemia venait nous rendre visite dans l'atelier. Il voyait. Bonsoir. Je vous remercie d'être venu ce soir ici. Nous, Youssouf Bat et moi, Minerol, nous sommes des amis de longue date. Nous sommes venus en couple. Voyez-vous, le bouddhisme a amené les gens à réfléchir autrement, puisque l'art n'est connu à cette époque pour la narration, mais surtout pour faire de la recherche. La petite fille Stenka, vous avez grandi avec elle, tu as grandi un peu avec elle. Ton papa. Alors non, je n'ai pas grandi avec lui pour dire, mais j'ai grandi autour de ses œuvres. Donc en grandissant, c'est partout dans les maisons des oncles, des tantes, tu demandes c'est qui, on te dit c'est ton grand-père. Arrivé, je pense en première, on doit faire un travail de recherche pour passer les étapes du bac. Et le travail de recherche, moi j'étais en économie. Donc je prends économie et politique. Et bon, je cherche économie, politique, ok. Et politique sur le marché de l'art en Afrique. Mes professeurs qui me disent mais ça n'a aucun sens, tu vas rien chercher, il n'y a même pas de documentation. Je me dis ok, c'est pas grave, on verra bien.
je m'approche de mon père, Stenka il est peintre, donc je vais faire une bonne partie de ce travail de recherche-là sur lui. Donc c'est comme ça en fait à 15 ans que j'arrive à Benjamin et que je tombe sur la maison Musée Stenka. C'est comme ça que je l'ai nommée, c'est une association pour le moment, la maison Musée Stenka. Et avec voilà, le pléthore d'œuvres qu'il y a avec ce personnage, tout aussi prolifique mais tout aussi simple. Donc c'est un peu un étonnement de savoir en fait qu'on a ce patrimoine-là, non seulement dans ma famille mais en Côte d'Ivoire. Donc à partir de là, c'est un peu une obsession qui commence. Donc je n'ai pas grandi avec lui, j'ai grandi autour. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est le personnage qui, autour de moi, m'inspire le plus. De mon atelier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a pu prendre la relève sur le travail de Christian Lati. Donc, en fait, le travail de Christian Lati, d'un certain point de vue, répond aussi à les techniques de la vannerie, les points de liane. Ça, c'est vraiment quelque chose de très typique en Côte d'Ivoire. Les points de liane, le tissage, le tressage, les nattes, etc. Je pense que c'est quelque chose qui l'a vraiment inspiré, je pense, je suis sûr, pour cette recherche, ce travail qu'il a fait pour pouvoir défier un peu les lois de la sculpture traditionnelle qui est de tailler, de polir, de mouler, etc. Avec quelque chose de complètement linéaire, de faire quelque chose en volume, dont la panthère est la quintessence. Pour revenir à quelqu'un comme Samuel Jacques Stenka, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si tu disais que ton bébé était quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est un peu de famille, qui est isolé, qui aime être seul. Tout comme ton petit oncle ou ton bébé Théro, c'est comme ça que je le voyais. Il sortait toujours un peu bouleur avec ses mains dans les poches. Puis il allait, mais on aurait pu être des amis du quartier, mais lui il était toujours seul. Et Stenka aussi, il était ça. Un jour, si tu... C'est un peu, je me reconnais là-dedans. Mais par rapport à lui, de ce que j'ai pu observer, c'est quelqu'un qui est pensif, c'est quelqu'un qui est contemplateur, c'est quelqu'un qui est très imaginatif, comme on peut le comprendre. À l'inverse, c'est quelqu'un qui arrive à taper dans son imaginaire. Donc, de ce côté un peu solitaire, il y a peut-être aussi quelqu'un qui est un peu rebelle, c'est-à-dire cette volonté d'être l'élément à part. Donc ça, on le sent non seulement dans la peinture, aussi dans la manière d'aborder l'exposition, les expositions, la manière d'aborder la vente, la manière d'aborder comment il se présente au public. Donc peut-être qu'il est solitaire et peut-être que c'est voulu. Nos jeunes gens, nos jeunes d'aujourd'hui puissent vraiment avoir les valeurs des anciens qui ont précédés. Voilà.
moi, c'est M. Touré Abdelkadri, je suis directeur régional de la culture de la francophonie d'Abidjan. Et donc, c'est hier, Mme Suisse Stéphanie, effectivement, m'a contacté à l'effet de représenter Mme le ministre de la Culture de la francophonie à cet événement. Mme Françoise Remarque, effectivement, qui tient beaucoup à l'art contemporain, comme vous l'avez si bien souligné. Mais ce que je voulais dire d'emblée, c'est que moi-même étant conservateur de musée de formation, dans ma formation, je sais que, comme l'a dit le grand frère, peut-être qu'il n'y a pas eu une politique autour de l'art contemporain en Côte d'Ivoire. Ça, c'est possible, peut-être. Puisque le ministère de la Culture de la francophonie, enfin, le ministère de la Culture en Côte d'Ivoire a commencé déjà avec les indépendances sous le nom de secrétariat chargé des affaires culturelles. Ce n'était pas encore un ministère. Voilà, bon, ça dépend peut-être des priorités de nos gouvernants à l'époque. On parlait de secrétariat chargé des affaires culturelles. Et là, on a essayé de le mettre en place rapidement parce que l'homologue Senghor venait en Côte d'Ivoire. Et l'homme Senghor étant un homme de culture, s'il arrive en Côte d'Ivoire et qu'il voit qu'il n'y a pas de département chargé de la culture, ça fait bizarre. Donc rapidement, on a essayé de rattraper les choses et puis on a parlé de secrétariat chargé des affaires culturelles. Bon, ça a fait son chemin. Après, ça a été collé à l'éducation nationale. Après, ça a été rapporté à la communication. En tout cas, ça a beaucoup balbutié avant de prendre son autonomie. Donc, vous allez voir qu'il a parlé qu'il n'y a pas de musée d'art contemporain. Bon, je n'ai pas dit que ce n'est pas faux, mais ce que je sais, c'est que dans ma formation de conservateur de musée, on visitait le musée municipal d'art contemporain ici à Cocody, au niveau de Blocos. Je suis Youssouf Bat, artiste peintre. Je suis parmi ceux qui ont créé le Vovo. Disons que l'exposition d'aujourd'hui, c'est bienvenu pour nous parce qu'il fait un moment, les gens ont l'impression que le Vovo n'existait plus, c'était mort, mais ils ne savaient pas que dans l'antichambre, on se mettait à travailler énormément. Et cette exposition-là va permettre aux gens de savoir que le Vovo n'est pas mort. Le Vovo existe bel et bien. Pas lorsqu'on était à l'école des Beaux-Arts, c'était les années 70, 72, l'État de Côte d'Ivoire donnait le matériel à tous les étudiants. On avait du matériel, des peintures, des feuilles, des cartons à dessin et tout. Mais les années 72, 73, l'État avait des problèmes pour donner ces matériaux aux étudiants. Et notre professeur de l'époque, Serge Lenon, un Antillais qui est français, avait dit, mais vous ne pouvez pas rester dans la télé sans rien faire. Allez dans la nature, allez choisir tout ce que vous voulez pour venir peindre. C'est ainsi que nous sommes allés dans la nature, on allait ramasser des feuilles, des écorces de bois, il y a certains qui sont allés prendre des animaux morts pour mettre sur les tableaux. Et en faisant ce travail-là, beaucoup ne croyaient pas en nous. On nous disait ce que vous faites là, ce n'est pas de l'art. Mais grâce à l'ancien directeur du centre culturel qui a vu ce que faisaient les membres du Vovo, a dit mais ce que vous faites c'est très bon, je vais vous exposer. En 1980, il a exposé au groupe Vovo. Au départ, les gens se moquaient de nous. Ce que vous faisiez là, ce n'est pas de l'art, c'est de n'importe quoi. On a dit non. Et derrière ce que nous faisions, c'était la sensibilité de chaque artiste. En utilisant ces matériaux-là, il mettait la sensibilité sur ces matériaux, son éducation, sa spiritualité pour travailler. Et aujourd'hui, nous Vovo a un impact considérable sur les artistes d'aujourd'hui. À l'école des Beaux-Arts, tout ce que les gens font aujourd'hui, c'est parti de l'empreinte que nous avons laissée. Et aujourd'hui, ça a bien pris. Les membres du Vovo ont exposé dans différents pays.
Moi, je suis allé 2 fois aux États-Unis, j'ai été invité par le centre culturel américain et je suis allé à Atlanta et j'ai travaillé là-bas avec des étudiants et des grands maîtres de la peinture. Et j'ai fait une grande exposition et j'ai fait une œuvre commune avec un étudiant de cette université et nous avons créé un tableau magnifique que j'ai offert à la fondation de Jimmy Carter pour laisser trace, pour dire que il y a un Ivoirien qui est passé ici et qui a laissé trace. À l'époque, Diogo Bani, un des anciens journalistes de Côte d'Ivoire, est allé à Atlanta avec d'autres journalistes des pays africains. À l'entrée, il voit une œuvre, il dit ça c'est une œuvre de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? La signature est restée. Et les gens disent, mais on n'est même pas encore rentré. Et toi tu dis ça c'est l'œuvre de la Côte d'Ivoire. Il dit bon allons. Et quand on est arrivé, et puis même il a donné mon nom. Et arrivé, on voit l'œuvre et on voit ma signature. Donc, le Vovo a impacté même l'art en Afrique. Parce que nous, quand nous étions à l'école des Beaux-Arts de Paris, on était avec des Gabonais, avec des Togolais, des Béninois, et des Sénégalais. Et ce qui a fait que ça les a aussi influencés. Ils font de l'art comme nous, mais ils n'appellent pas ça le Vovo. Le Vovo a été créé par un ami. Quand on était à l'école des Beaux-Arts, il y avait l'école d'architecture à côté. Et quand il venait dans notre atelier, il disait, mais ce que vous faites là, c'est du Vovo. Il est bourreau. Il est bourreau. Et le Vovo, en langue bourreau, ça veut dire n'importe quoi. Voilà comment le Vovo est né. Alors pour moi, ce que ça représente, c'est que Stenka puisse revenir dans le discours actuel. C'est que Stenka puisse permettre de montrer le chemin, de montrer les idées, de montrer la genèse de toute cette histoire en fait, qu'est l'art contemporain en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, avec nos pionniers en fait dans ce niveau-là. Le fait que Stenka en 2024, parce qu'en 2024, soit affiché ici à la Villa Colomb, pour moi c'est un signe que la jeunesse, la nouvelle génération, puisse puiser dans notre patrimoine, dans tout ce qui a représenté pour nous le départ et qu'on puisse continuer parce qu'on n'avance pas sans regarder derrière. Ils appellent ça Sankofa. Donc on ne peut pas avancer sans regarder derrière. Je suis Stéphanie Soui, je suis la commissaire générale de ce festival qui s'intitule Réminiscence. Réminiscence est un festival pluridisciplinaire et patrimonial qui a pour but de parler de la naissance de l'identité culturelle ivoirienne pendant le miracle ivoirien. Pourquoi on parle de cette notion de miracle ivoirien? C'est parce que c'est un terme en fait qui est souvent utilisé dans sa dimension économique, dans sa dimension politique, mais pas assez dans sa dimension culturelle. Ça veut dire que c'est une période assez significative, mais très significative pour l'histoire ivoirienne. Et malheureusement, on oublie souvent de mentionner ou même de mettre en avant le fait que ce sont les artistes qui contribuent grandement au rayonnement d'un pays et au niveau local et au niveau international. L'idée derrière ce festival, c'est de pouvoir quelque part donner à César ce qui est à César. C'est de remettre au goût du jour tous ces pairs qui ont contribué au rayonnement du pays. Et donc c'est un festival pluridisciplinaire. Aujourd'hui c'est le lancement avec l'exposition Itinéraire Bis qui réunit donc des œuvres de Samir Zarour, Jacques Samir Stenka, Youssouf Bat et Théodore Koudouillon. Donc ce sont plusieurs écoles qui sont en dialogue, qui se confrontent sur les murs que vous avez pu voir. D'un côté il y a un style qui est très classique, de l'autre côté on est dans de l'abstrait, et puis entre deux on a un mix entre abstraction et figuratif. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très curieux de savoir en fait ce qui s'est passé à la fameuse époque dont parlent tous les parents, que ce soit en peinture, en musique, en littérature ou même en architecture, quand on passe au plateau par exemple et qu'on ne comprend pas d'où sortent ces bâtiments. C'est pas juste des immeubles qui sont là parce qu'il faut être là. Il y a une histoire derrière. L'espace qui nous accueille ici, la Villa Colomb,
il y a une histoire derrière. Donc voilà, la volonté derrière ce festival, c'est vraiment de pouvoir, comme je dis souvent, créer un dialogue intergénérationnel, c'est d'initier une transmission de savoir, mais d'une façon saine, pas dans la concurrence, pas qui était meilleur que qui, mais avoir au moins un point de départ, savoir d'où on vient, au niveau culturel en tout cas, et comprendre pourquoi Abidjan et la Côte d'Ivoire sont des places incontournables dans la sous-région et dans le monde francophone. Alors, ce festival donc se déroule en plusieurs étapes. Entre la ville d'Abidjan et la ville de Grand-Bassam. Ce sont deux sites symboliques. Puisqu'on parle un peu de retour aux fondamentaux, Grand-Bassam, c'est la capitale historique de la Côte d'Ivoire et à l'heure actuelle, c'est la ville qui accueille tous les designers, tout ce qui est autour de l'économie textile. D'ailleurs, l'exposition qui aura lieu à Grand-Bassam, c'est l'exposition de musique qu'on jumelle avec l'exposition de mode, parce que la musique et la mode sont souvent en dialogue. La suite du programme, par exemple, c'est que là, le 17 janvier, on a le vernissage de l'exposition de littérature qui met l'accent sur les œuvres littéraires de Bernard Dadier, Amadou Kourouma, Nyongoro Porqué et Jeanne de Cavalli. Et puis pour la mode et la musique, ce sera le 20 janvier à la Manzane, à Grand-Bassam. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de ce programme-là,